Les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki. Les bombardements atomiques d'Hiroshima et Nagasaki ont eu lieu les 6 et 9 août 1945, à l'initiative des États-Unis, après que les dirigeants japonais eurent rejeté les conditions de l'ultimatum de Potsdam. C'est finalement le 14 août, entre autres à la suite de la destruction de ces deux villes, que le gouvernement japonais céda. La Seconde Guerre mondiale se conclut officiellement moins d'un mois plus tard par la signature de l'acte de capitulation du Japon le 2 septembre 1945. Ce sont les seules utilisations d'armes nucléaires en temps de guerre à ce jour. Le nombre de personnes tuées par l'explosion, la chaleur et l'incendie géant consécutifs est difficile à déterminer et seules des estimations sont disponibles. Le département de l'énergie des États-Unis avance le chiffre de 70 000 personnes pour Hiroshima et de 40 000 personnes pour Nagasaki. Pour sa part, le musée du Mémorial pour la paix d'Hiroshima avance le chiffre de 140 000 morts pour la seule ville d'Hiroshima. Selon Howard Zinn, le nombre de victimes atteint 250 000. À ceci s'ajoutent les décès apparus par la suite, en raison de divers types de cancers et de pathologies. Par exemple, sur 2000 personnes suivies, 334 cancers et 231 leucémies ont été diagnostiquées. Les justifications des bombardements ont été le sujet de nombreux débats et controverses. Pour les opposants, ces bombardements, qui ont surtout tué des civils, ont été inutiles et sont des crimes de guerre, alors que pour les partisans de la décision, ils ont raccourci la guerre de plusieurs mois en provoquant la reddition du Japon et ont donc sauvé la vie de centaines de milliers de soldats américains, ainsi que de civils et de prisonniers sur le territoire de la sphère de coprospérité de la Grande Asie orientale. Les survivants des explosions, les Hibakusha, sont devenus le symbole d'une lutte contre la guerre et les armes atomiques à travers le monde. Mais au Japon, ils n'étaient pas reconnus comme survivants et ont été laissés à leur sort, car les explosions d'Hiroshima et de Nagasaki ont longtemps été un sujet tabou. Les préparatifs d'un projet de longue haleine. Le projet, au nom de code Projet Manhattan, a été initié en 1942, 3 ans avant la fin de la guerre, mais moins de 7 mois après l'entrée en guerre des États-Unis. Les bombes à l'uranium et au plutonium développées en parallèle et en secret par les États-Unis avec l'assistance du Royaume-Uni et du Canada, ainsi que de nombreux savants européens, étaient les 2e et 3e engins à devoir être utilisés et sont restés les seuls déployés depuis cette date sur un théâtre d'opération. Le premier essai d'une bombe atomique, Trinity, surnommé le gadget en partie du fait que ce n'était pas une arme opérationnelle, eut lieu dans un désert du Nouveau-Mexique le 16 juillet 1945 sur la base aérienne d'Alamo-Gordo. C'était un modèle au plutonium, car les Américains avaient plus de doutes sur cette technologie que sur celle à l'uranium. La décision de lancer les bombes sur le Japon a été prise par le président américain Harry Truman pour plusieurs raisons, que les historiens se sont efforcés d'analyser, pondérer ou écarter. Satisfaire l'opinion publique en vengeant les soldats tués sur le front du Pacifique. Réduire la durée de la guerre et éviter l'opération Downfall, un débarquement sur l'archipel. Mettre en place une stratégie pour contrer l'Union soviétique et avoir une force de frappe dissuasive, ou encore justifier un programme dont le coût avait été exorbitant. Mais il est détaillé dans la discussion à la fin de cet article le fait que les bombardements atomiques aient été ou non justifiés reste depuis lors un sujet de controverse. La réunion du Comité des objectifs, Target Committee, à Los Alamos les 10 et 11 mai 1945, choisit les cibles sur le territoire japonais dans cet ordre. Kyoto, Hiroshima, Yokohama, l'arsenal de Kokura, Niigata, le palais impérial à Tokyo, incertain. Les objectifs des bombardements atomiques de Kyoto, Hiroshima, Kokura et Nagasaki sont le berceau de l'Empire du Japon.
Kyoto est la ville des ancêtres de la dynastie Tenno. Hiroshima est la ville des ancêtres du domaine de Choshu et a été la base du siège impérial pendant la guerre sino-japonaise 1894-1895. Nagasaki est la base de Thomas Blake Glover, personne admirée dans le pays car il a beaucoup contribué à sa modernisation durant la restauration Meiji. Shimonoseki est la ville où s'est tenue la conférence d'après-guerre sino-japonaise, 1894-1895. Yahata abrite l'usine sidérurgique nationale. Selon l'historien Robert Junk, sur la courte liste des cibles pour la bombe atomique, en plus d'Hiroshima, Kokura et Niigata, il y avait aussi la ville des temples, Kyoto. Quand l'expert sur le Japon, le professeur Edwin O. Reischauer, entendit cette terrible nouvelle, il se rendit précipitamment dans le bureau de son chef, le major Alfred McCormack, dans un département des services de renseignement de l'armée. Le choc le fit fondre en larmes. McCormack, un avocat cultivé avec le respect de la vie humaine, arriva à persuader le secrétaire à la guerre Henry L. Stimson d'accorder un sursis à Kyoto et de retirer la ville de la liste. Reischauer réfuta cette version dans son livre « My Life Between Japan and America » en 1986. « J'aurais probablement fait ça si j'en avais eu l'occasion, mais ce récit ne contient pas une once de vérité. Comme il a été déjà amplement prouvé par mon ami Otis Kari de Doshisha à Kyoto, la seule personne qui mérite les honneurs pour avoir sauvé Kyoto de la destruction est Henry L. Stimson, le secrétaire à la guerre de l'époque, qui avait connu et admiré Kyoto depuis sa lune de miel plus de 3 décennies auparavant. Cette affirmation est partiellement confirmée par Richard Rod, qui décrit le refus de Stimson au sujet du bombardement de Kyoto allant contre la volonté du général Leslie Groves. Le 31 mai 1945, Henry L. Stimson réunit les principaux acteurs militaires et scientifiques du projet Manhattan. Ils discutèrent des inconvénients liés à un avertissement donné aux Japonais avant l'attaque. Ils craignaient que les Japonais ne déplacent des prisonniers de guerre en direction des zones prévues pour le bombardement ou que les appareils soient abattus. Il se pouvait aussi que la bombe soit un fiasco avec une explosion incomplète. Edward Teller proposa de faire exploser la bombe de nuit, sans avertissement, au-dessus de la baie de Tokyo pour éviter les pertes humaines et choquer l'opinion. Cette idée fut rejetée. Les Japonais avaient déjà prouvé leur combativité sans limite avec les kamikazes, les avions suicides, et il n'était pas sûr qu'une action sans destruction massive soit suffisante pour les déstabiliser. Oppenheimer suggéra d'attaquer avec plusieurs bombes le même jour pour définitivement arrêter la guerre. Le général Groves s'y opposa car les cibles avaient déjà fait l'objet de bombardements conventionnels et que les effets des bombes ne seraient pas assez significatifs sur certains terrains déjà dévastés. De plus, les estimations à cette date sur la puissance d'une explosion nucléaire, aucun test n'ayant été effectué, ne correspondaient au mieux qu'à la moitié, au pire à 1/10 de ce qui allait être réellement le cas. Les effets n'étaient pas encore précisément connus. Ce n'est qu'après le test de Trinity que la nature de la mission put être scellée. La réaction du Japon à l'ultimatum de Potsdam. Les délibérations entre Hirohito, le cabinet et l'état-major démontrent que l'Empire du Japon n'était pas sur le point de se rendre sans condition. Les archives japonaises et le journal du garde des Sceaux, Koichi Kido, indiquent que l'empereur et le cabinet insistèrent pour obtenir une reddition conditionnelle, alors que le gouvernement menait des négociations parallèles avec l'Union soviétique. Parmi ces conditions se trouvait le désarmement des troupes par les autorités japonaises, le jugement des criminels par les autorités japonaises, l'absence de forces d'occupation en sol japonais et la préservation du régime impérial et de l'empereur. En réponse à la déclaration de Potsdam du 26 juillet, le gouvernement japonais organisa le 28 une conférence de presse au cours de laquelle le Premier ministre Kantaro Suzuki annonça l'intention du Japon d'ignorer l'ultimatum. Une ambiguïté subsiste cependant quant à l'attitude de Suzuki. Favorable à la capitulation, il devait cependant composer avec la faction belliciste de l'armée et avait peut-être souhaité, par cette expression, exprimer un simple refus d'aborder la question en public. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.